ça c'est un petit peu pour le discours, on a un peu planté le décor, mais comme on parle de transition intime, c'est aussi intéressant de savoir, vous aussi, comment vous vivez sur ce chemin de la transition. Qu'est-ce qui vous inspire? Par exemple, Charlotte Leuys, comment s'approprier la transition, la faire sienne? Ben là, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas une seule façon, de le vivre. Moi, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que les questions de sens précèdent chez moi ma conscience des enjeux écologiques et sociaux. C'est pas que j'étais au courant, enfin parce que voilà, dans ma génération, on a quand même déjà un peu baigné dans ces questions-là, mais je veux dire que à un moment, j'ai pris conscience en fait de la gravité, de l'ampleur et de la profondeur du problème. Et au moment où j'ai eu cette prise de conscience, je dirais que j'étais déjà personnellement engagée dans ce qu'on pourrait qualifier de quête de sens, et que cette prise de conscience écologique et sociale est venue plutôt comme une confirmation d'un sentiment que j'avais déjà, que quelque chose clochait finalement dans notre modèle de société, dans la manière dont était instituée la norme en fait chez nous en Occident. Et j'avais déjà quelque part aussi cette aspiration à aller vers quelque chose qui me semblait être un mieux, au fond un mieux. Et je dirais que les informations scientifiques liées à l'état de la planète, à l'augmentation des inégalités sociales, n'ont fait finalement que confirmer cette intuition qu'un mieux était possible, qu'il devait y avoir d'autres manières en fait, de soutenir l'existence qui étaient plus sensées et plus alignées, plus justes. Et du coup, disons, mon chemin intérieur a fusionné avec ces enjeux-là, aussi parce que j'y vois vraiment quelque chose d'extrêmement vivant, dynamique. Il y a quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup en fait dans toutes les initiatives de transition. Je trouve qu'il y a une énergie, justement, on sent ce cercle vertueux, on sent une énergie de vie, une énergie de volonté de changement, de nouveauté. Je trouve que c'est extrêmement nourrissant. Donc quelque part, je suis presque plus nourrie dans ma quête intérieure par ces initiatives. Et bon, alors voilà, j'essaye d'y contribuer à ma façon, mais voilà, c'est ce que je dirais. Voilà, le collectif qui nourrit l'individuel et inversement, finalement, on est de nouveau dans ce même schéma. Olivier de Scutter, vous, comment vous faites personnellement alors pour vous mettre sur un chemin de la transition? C'est aussi un engagement qui est venu tout d'un coup pour vous? Moi, la porte d'entrée, c'est l'alimentation et la dégradation des écosystèmes que j'ai pu constater dans différentes régions du monde. C'est tout à fait traumatisant. Et j'ai vécu des scènes qui me laissent, qui m'ont laissé complètement stupéfait, notamment la destruction de la forêt primaire en Malaisie pour développer des monocultures de palmiers à huile. Mais comme Charlotte Leuys a évoqué à juste titre les messages que sa génération reçoit, je voudrais aussi dire un mot des théories de l'effondrement. Je suis très proche de Pablo Servigne, qui a publié avec Raphaël Stevens ce best-seller, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens, y compris moi-même, et passé le moment de sidération, de stupéfaction, et il faut le reconnaître, de dépression par rapport à cette machine qui s'est déjà emballée. Cette perspective de l'effondrement m'a donné une énergie vitale, importante. Et je crois qu'en fait, la démarche de Pablo Servigne et Raphaël Stevens et de Gauthier Chapelle, qui a accompagné ce chemin des collapsologues, c'est un message un peu paradoxal sur le plan philosophique, qui consiste à dire on va décrire comme inévitable l'effondrement parce qu'on provoquera ainsi l'électrochoc qui parviendra à l'éviter. En d'autres mots, pour avoir l'énergie pour arrêter le train fou qui est lancé, cette croissance économique en pilotage automatique pour détruire les écosystèmes, il faut provoquer un déclic chez les gens que seule la perspective d'un effondrement peut effectivement provoquer. Et donc, je dois dire que c'est quelque chose qui marche souvent, pas toujours. Je connais aussi des gens qui, confrontés à cette réalité, en fait, prennent distance, regardent ailleurs, parce que c'est extrêmement effrayant, et qu'on a toute une série de dispositifs dans nos têtes
qui nous protège en fait de ces mauvaises nouvelles. Il y a toute une série de mécanismes psychologiques qui nous permettent de nous en détourner. On se dit par exemple, puisque soi-même, comme individu, on ne peut pas faire grand-chose, il ne sert à rien de s'inquiéter. Ou bien on se dit que les technologies vont venir à notre secours, ou bien on se dit que les politiques pensent pour nous et que donc pourvu qu'on vote pour les bons partis, les questions seront réglées, on n'a pas à remettre en cause ses propres choix de consommation. Donc il y a toute une série de stratégies d'évitement qui nous rassurent, mais qui ne font que retarder au fond l'inévitable. C'est les changements de mode de vie que la situation appelle. Oui, et le pape récemment, même en début de semaine, il a rencontré certains Français et il a déclaré que la finance est le brouillard qui empêche le changement et l'anesthésie. Donc voilà, la finance anesthésie le changement. C'est un peu aussi ce que vous disiez en début donc sur la définition de la transition. Oui, mais du coup, c'est aussi un levier extraordinaire. Et si la finance pouvait être réorientée vers des investissements verts et désinvestir des secteurs nocifs, ça peut provoquer un changement tout à fait important. Et c'est en train d'arriver très lentement. Moi, je crois qu'on est en train de perdre la course de vitesse, mais on va de plus en plus vite pour essayer de rattraper le retard qu'on a pris. Et la finance a un rôle à jouer là-dedans. Nicolas Van Nuffel, est-ce que justement, vous qui côtoyez aussi, on sait les marches pour le climat, la demande du changement, est-ce que vous voyez les choses bouger? On parle par exemple au niveau européen du Green Deal, on met beaucoup d'espoir aussi dans ce changement et c'est arrivé. Oui, moi je suis convaincu que la porte est en train de s'ouvrir. On sait qu'il y a souvent un décalage de quelques décennies entre l'émergence des idées et le moment où elles sont mises en œuvre dans le champ politique. On sait par exemple qu'entre la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 70, on a connu une période qu'on appelle le keynésianisme, avec des interventions fortes de l'État, et que derrière, des idées étaient en train de monter, qui étaient les idées néolibérales, qui ont pris tout le champ politique à partir du début des années 80, avec l'arrivée de Ronald Reagan et Margaret Thatcher au pouvoir, et qui ont vraiment inondé tout le champ politique, au point d'inonder des familles politiques qui dénonçaient ces messages-là. Aujourd'hui, moi, j'ai un réel espoir qu'un changement est possible. J'ai beaucoup plus d'espoir que je n'en avais après la crise financière de 2008, où on nous riait au nez. Nous appelions déjà à un Green Deal en 2008-2009. Et je me souviens d'un ministre-président que je ne citerai pas, qui à l'époque avait dit « on va d'abord résoudre la crise financière, puis on créera de l'emploi, et puis on s'occupera du climat ». Aujourd'hui, en 2-3 ans de temps, je pense que, et au niveau des idées et au niveau de l'action politique, il y a des changements majeurs et inespérés qui ont lieu. Et j'ai la conviction profonde. Ça, alors moi, j'ai la conviction profonde que c'est le résultat de longues années d'émergence des idées. Et puis, c'est le résultat de la mobilisation citoyenne, tout simplement. Les mobilisations qu'on a connues entre décembre 2018 et septembre-octobre 2019, pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde, elles avaient un côté franchement inédit. Hein. On a vu les marches menées par les jeunes. Il y a eu un tas de marches qui ont été organisées, mais notamment toutes les marches internationales qui ont été menées à l'initiative de Youth for Climate, de Greta Thunberg, etc. On a été jusqu'à 8 millions de personnes qui sont descendues dans les rues du monde entier lors de la dernière de ces grandes marches, avant qu'on doive rentrer chez nous à cause du confinement. Et donc je pense que l'action citoyenne a permis un changement et que si on regarde le programme d'action de la commission Juncker entre 2014 et 2019 et le programme d'action de Ursula von der Leyen, qui est issu de la même famille politique, il faut le souligner, oui, il y a un changement. Est-ce que ce changement est suffisant? Est-ce qu'il me satisfait? Certainement pas, évidemment. On va devoir aller beaucoup plus loin si on veut, comme on le disait tout à l'heure, réconcilier l'économique, le social et l'environnemental. Mais je crois qu'une porte s'ouvre et ça me donne beaucoup d'enthousiasme. Charlotte Leuk, se changer soi-même peut-être alors pour changer le monde? Ça, oui, ça me semble inévitable, même s'il y a probablement un mouvement d'aller-retour entre des changements structurels créent d'autres individus, mais des changements individuels créent d'autres structures. Donc il y a certainement une circularité qui a à voir avec ce que vous disiez tous les deux de ce cercle vicieux qui doit se transformer en cercle vertueux. Mais je parlais tout à l'heure des complicités existentielles qu'on a avec le système. Avec le système marchand, avec les injonctions à la consommation, mais pas seulement, au fond, les complicités existentielles qu'on a aussi avec tout ce qui, dans la société dans laquelle on vit, nous tire vers l'écocide, en fait.
Et je pense que c'est important de trouver chacun les ressources en soi et dans les différentes traditions spirituelles et culturelles qui nous parlent des ressources profondes pour se rendre capable finalement des choix qui vont dans le sens dans le sens de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui est... Mais ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste n'est peut-être pas la même chose que ce que vous pensez, que ce que moi, ce que Olivier ou Nicolas pensent. Donc je veux dire, c'est très, très subjectif. Qui a la bonne réponse alors, Olivier de Scuter ou Charlotte? Si je peux me permettre une petite... je pense que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est caractérisée par un relativisme assez important. Et je pense qu'avec la crise de Covid, on l'a vu aussi dans les différentes interprétations qui pouvaient être données de ce qui se passait. Donc il n'y a plus vraiment de référence stable, et c'est vrai dans le domaine de l'éthique aussi. Mais je pense, et à cet égard-là, je suis assez... j'ai lu avec grand intérêt un philosophe qui s'intéresse à la crise écologique qui s'appelle Victorio Eusle, pour qui ce relativisme fait pleinement partie en fait, du problème et de l'incapacité qu'on a collectivement à s'orienter vers des trajectoires de vie. Et c'est toujours cette tension entre la pluralité des visions du monde et le respect qui est, je pense, un acquis de cette période postmoderne dans laquelle on est, qui est éminemment positive. Voilà, il y a une diversité de vues, il y a une diversité de sensibilités, de visions de l'éthique, etc. Mais on doit pouvoir retrouver, je pense, quand même des trajectoires communes, et ça suppose une éthique minimale partagée. Et là, je trouve que c'est un défi majeur de ne pas en rester au statu quo relativiste, quoi, ni subjectiviste a fortiori. Le partage accompagne l'action, Olivier de Scuter, alors pour vous aussi? Oui, en tout cas, je pense que le récit importe. Et Nicolas Van Nuffel évoquait le Green Deal, le pacte vert annoncé par la Commission européenne en décembre 2019, à côté de toute une série d'engagements à opérer une transition vers une société, une économie verte. Il y a un récit qui est donné, qui donne un cap, et je crois que c'est extrêmement important que les politiques reconnaissent que leur rôle n'est pas seulement d'être des gestionnaires de la chose publique, mais aussi des visionnaires de l'avenir. Ce que très souvent on oublie. En fait, ce genre de récit est extrêmement important pour que les gens puissent se projeter dans l'avenir, aient confiance dans le fait que le trajectoire de la transition va être soutenu du point de vue politique. Et ça peut donner envie aux gens de s'engager que de donner une image positive. Parce que tout à l'heure, j'évoquais le fait que trop souvent, la transition était vue comme un renoncement, un sacrifice, un retour en arrière. Tout juste si on ne nous décrit pas comme des gens qui veulent retourner à la bougie ou comme certains l'ont dit, à la culture des Amish. Non, la transition, c'est la convivialité, la solidarité, une vie plus apaisée, une vie plus douce, sans doute travailler un peu moins, mais développer aussi d'autres talents, d'autres compétences pour l'autoproduction. C'est tout un tas de choses magnifiques. Et moi, j'engagerais les politiques à donner un récit positif, parce qu'on a tous besoin de ça pour oser franchir le cap. C'est vrai qu'on est dans une société relativiste, où, au fond, on respecte une pluralité des conceptions de la vie bonne, et c'est important. Mais le récit par défaut, du coup, le plus petit commun dénominateur, c'est le récit d'une croissance. Il faut toujours plus de doctorats, plus de voitures, plus de volume d'échanges commerciaux, une vie plus longue, etc. Et finalement, le discours, il faut moins, ça ne fonctionne pas? Non, parce qu'entre le plus et le moins, il y a le mieux. Il y a le mieux. Et c'est ce mieux sur lequel il faut mettre l'accent. Laisser croire que sur la trajectoire actuelle, nos capacités à nous épanouir vont augmenter à mesure que les possibilités de consommation matérielle augmentent, c'est complètement illusoire. Parce que l'effondrement écologique va, au fond, nous interdire toute une série de possibilités ou couper la route à toute une série de possibilités qui aujourd'hui sont encore possibles. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas s'en tenir à l'idée que ce pluralisme des conceptions de la vie bonne est neutre. Ce n'est pas neutre. En fait, ce qui reste, par défaut, c'est un récit de la croissance infinie qui n'est tout simplement pas soutenable. Nicolas Van Nuffel, au niveau de la politique et des politiques qui doivent aussi avoir une vision à long terme, est-ce que ce n'est pas notre système avec justement des politiques qui varient, qui n'ont pas cette vision à long terme qui pose problème? Alors je pense qu'il y a un problème systémique de crise de la démocratie.
Et que donc la transition doit aussi être l'occasion d'une vraie réflexion sur comment nous habitons. On a beaucoup parlé ici de comment nous habitons notre maison commune, la planète, mais aussi comment nous habitons notre espace commun qui est l'État, ou plus largement, on va parler de l'Union européenne, mais l'espace de la démocratie. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a, et on le voit dans les sondages, on le voit dans le vote les jours d'élection, il y a une crise de la démocratie représentative dans l'idée qu'une fois tous les 5 ans, on va départager des professionnels de la politique qui ensuite décideront pour nous dans les 5 ans qui suivront et se battront de plus en plus sur Twitter, bien plus que dans les parlements, à coups de petites phrases plutôt qu'avec des débats d'idées de fond. Et quand un gouvernement est formé, parce que parfois aussi... Évidemment... En plus, quand on a un gouvernement.